Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine et cette semaine j'ai comme invité Kalyan qui est professeure de méditation et de yoga, slash Kundalini Nidra, mais bon, tout ça on en parlera après. J'ai fait une classe de yoga Nidra avec elle il y a quelques semaines et j'ai vraiment adoré son énergie et je voulais du coup vous partager cette belle rencontre, cette belle personne. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Moi, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour participer à ton podcast. C'est toujours un plaisir de pouvoir aussi un petit peu, et c'est ce qu'on disait juste avant, se questionner soi-même et rentrer un peu dans ce système d'introspection. Et c'est toujours un plaisir de passer du temps avec de belles femmes, donc je suis contente. Est-ce que tu peux te présenter pour le coup? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Et ouais, qui tu es? Ça marche. Donc, je m'appelle Kalyan, comme tu l'as dit, je suis professeure de yoga et de méditation. J'enseigne en fait pas mal. L'autre jour, je me suis rendu compte que je commençais à avoir pas mal de styles de yoga différents. Après, au final, au-delà des enseignements, c'est surtout, j'essaye de transmettre le yoga d'une manière à la fois physique, énergétique et aussi émotionnelle. Donc, j'enseigne du Kundalini Yoga, Yoga Nidra, yoga aussi plus hormonal de la femme, yoga de la fertilité, prénatal, postnatal. Mais vraiment, en fait, peu importe par quel axe en fait j'aborde mon cours, l'idée c'est vraiment de pouvoir actionner ces trois piliers qui sont pour moi hyper importants, comme je disais, physique, énergétique et émotionnel. Et puis c'est vrai que voilà, la méditation a une place très importante dans ma vie, déjà personnellement dans ma pratique. Je médite plus que je ne fais du yoga finalement, alors même si de toute façon tout se mêle et s'entremêle, donc ça n'a pas vraiment d'ailleurs de sens de présenter les choses comme ça. Mais je suis une passionnée justement de la méditation et j'explore beaucoup de types de méditations différentes, des méditations sonores aussi que j'enseigne quand on a la chance d'avoir des endroits qui sont ouverts pour pouvoir enseigner. Le yoga nidra aussi qui est une forme de méditation et les méditations avec mantra qui sont des méditations issues des enseignements du Kundalini Yoga. Et puis, au travers de tout ça, en fait, j'accompagne surtout de manière individuelle aujourd'hui beaucoup de femmes essentiellement pour les aider à se reconnecter à leur vérité, à leur identité, pour les aider aussi à constituer un quotidien riche de ces pratiques, pour les aider à se sentir mieux tout simplement et à retrouver une certaine forme de bien-être et de simplicité dans leur vie. Et puis, j'ai surtout mon site internet où j'enseigne beaucoup donc, par système de vidéo, où on peut pratiquer avec moi donc, quand on veut, où on veut. Donc, moi aussi, ça me permet un petit peu de bouger et d'être nomade. Et puis, actuellement, avec la période, j'ai 3 rendez-vous live par semaine, 3 cours de yoga, un Nidra, un Kundalini et puis un yoga de la femme que j'appelle Shakti Yoga. Et voilà, c'est l'essentiel de mon activité, même si, comme on disait, après les slash, on en a pas mal. Mais c'est vrai que la méditation, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important. Et je travaille en fait avec une application de méditation qui s'appelle Evolum, pour qui j'écris et j'enregistre des méditations autour des énergies lunaires. Donc ça aussi, mine de rien, ça donne aussi de la place à la méditation dans ma vie. Bien sûr, bien sûr. Et quand est-ce que la méditation est venue dans ta vie, du coup? Alors en fait, la méditation, moi, elle est rentrée dans ma vie d'un point de vue très finalement spirituel. Je m'en suis rendu compte peut-être récemment, c'est qu'en fait, moi, j'ai grandi dans
une éducation, alors pas du tout religieuse au sens strict, mais j'ai grandi en allant à l'église avec ma maman. Et c'est vrai qu'en fait, à l'église, bah, de toute façon, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu en fait méditatif. On s'en rend pas toujours compte quand on est, alors personne me forçait à y aller, mais entre guillemets, voilà, quand c'est dans une tradition un peu familiale, bon, voilà, moi j'ai des souvenirs, surtout quand j'étais petite, que je lisais Tom Tom et Nana sur les bancs de l'église plutôt que de rentrer dans un état méditatif. Mais en fait, après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était quand même hyper apaisant d'aller dans une église. Et je me suis éloignée de tout ça pour aussi bah, construire ma propre vie selon mes propres, on va dire, convictions. Et donc là, c'est le yoga qui est arrivé dans ma vie. Et donc très rapidement, à la fin des cours de yoga, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui enseignait la méditation, des méditations guidées ou parfois des méditations vraiment juste dans le silence. Et en fait, ça a réveillé en moi ce côté finalement que j'avais plus dans l'aspect religieux avant, de juste me sentir bien, de me sentir apaisée. Et donc, ça a été vraiment après un fil que j'ai tiré. Et c'est vrai que c'est, en tout cas dans les studios de yoga, on fait beaucoup de yoga, mais on fait peu de méditation. Et c'est quelque chose qui me manquait. Donc, j'ai appris beaucoup par moi-même. Et puis après, moi, je me suis formée en tant qu'enseignante. Mais c'est quelque chose qui est hyper important, surtout que quand on revient un petit peu au fondement du yoga, on sait très bien que l'asana, la posture de yoga, est là pour préparer la méditation. Donc, en fait, ça n'a pas de sens de faire un cours de yoga si on médite pas à la fin. Mais bon, voilà, parfois, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est rentré très tôt dans ma vie, mais sur un axe plus religieux pour après devenir une vraie pratique de vie quotidienne. Et tu pratiques tous les jours? Ouais, tous les jours d'une manière ou d'une autre. Alors, pas toujours la même longueur de pratique, parce qu'il y a des jours, ça va être 3 minutes, une respiration, juste se poser, et cetera. Il y aura des jours, ça va être 1 heure, je vais vraiment partir dans un truc un petit peu plus poussé. La plupart du temps, c'est 11 minutes, parce qu'en Kundalini Yoga, les 11 minutes de méditation, c'est le temps minimum. Donc, la plupart des méditations que je fais, c'est 11 minutes. Et c'est rigolo que ça tombe cette semaine, notre échange, parce que j'ai suivi une formation d'auto-hypnose. Donc, du coup, j'intègre l'auto-hypnose aussi bah, dans ce quotidien méditatif, parce qu'en fait, une transe hypnotique, c'est de la méditation en vrai. Et du coup, souvent, là, depuis le début de la semaine, je fais des séances du coup d'1/4 d'heure. J'aime bien ce mot transhypnotique. Ça fait un peu peur. Donc, je sais que les hypnothérapeutes, des fois, ils n'aiment pas trop l'employer. Moi, ça me plaît bien. Et c'est ça, la transhypnotique, c'est vraiment le mot qui était employé. Et ma formatrice m'a dit, voilà, c'est le nom, mais c'est vrai que des fois, ça peut faire un peu peur. Mais moi, j'aime bien. Et en fait, l'avantage de l'auto-hypnose, c'est que ça me permet d'explorer aussi une autre forme, finalement, de conscience modifiée. Et je pense que c'est aussi intéressant, justement, quand on médite, d'aller chercher plein d'enseignements différents pour exercer, finalement, sa conscience différemment et se sentir aussi de mieux en mieux et ne pas se lasser parce que parfois, on peut des fois en avoir marre et se dire, bon, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose, etc. Donc, pour mettre du piment dans son quotidien de méditant, je trouve que c'est chouette d'aller à la rencontre de plein de pratiques différentes, quoi. Ouais, totalement et tu l'as bien dit, quand tu vas explorer ce type de méditation, tu vas aller beaucoup plus loin Mm. dans ton introspection, dans la découverte de toi aussi, donc c'est toujours intéressant. Faut être prêt. Je pense qu'il faut Ouais. pas brûler les étapes, mais c'est intéressant, ouais, d'aller piocher à droite à gauche et après faire sa propre petite boîte à outils, puis aller piocher quand il a besoin, quoi. Donc Exactement. Moi, c'est ce que je prône vraiment. Et en tant qu'enseignante, je dis toujours, finalement, nous sommes chacun des enseignants. Moi, aujourd'hui, dans un cours, je mets ma casquette d'enseignante, je vais transmettre un savoir, mais demain, cette personne peut aussi le transmettre. Et ça, c'est quelque chose, j'y tiens beaucoup sur cette non-hiérarchisation, en fait, de l'enseignant, parce qu'en fait, on s'alimente de plein de personnes et du coup, c'est important aussi de ne pas avoir peur d'expérimenter par soi-même dès lors qu'on a été accompagné, qu'on a compris le fonctionnement. Parce qu'en fait, au final, après, au quotidien, on n'a pas toujours un professeur avec soi pour nous tenir la main. Donc, c'est hyper important aussi d'apprendre cette autonomisation. Et c'est surtout la méditation
méditation un outil pour le quotidien, pour la vie de tous les jours, pour le commun des mortels, si je puis dire. Et ça doit nous aider justement à bien vivre cette vie-là. Et pour ça, bah, il faut pouvoir méditer quand on veut, en fait, pas forcément à un horaire de cours particulier. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut que ça reste, aligné, en fait, avec ton Mmh, quotidien, avec ta routine. Avoir des classes, c'est cool et on est toutes les 2 mmh. enseignantes, donc oui, venez à nos cours C'est forcément, ça. parce que vous allez explorer et l'énergie d'un groupe est très puissante généralement Mmh, totalement. et c'est très fort, en fait. Donc partez à la découverte et en fait, vous êtes pas seul quand vous Mmh, méditez et quand on est en groupe, c'est vrai que c'est assez particulier, mais faut adapter sa pratique, en fait, à soi et tu vois, enfin, de moi, en tout cas, ce que je vois sur les réseaux ou de ce que j'expérimente, c'est qu'on a vraiment tendance à comparer un peu nos pratiques et dire: «Ah bah, moi, je fais pas comme elle. Ah bah, moi, je fais mmh, pas comme ça» et donc du coup, on va se mettre des injonctions sur sa propre mmh, pratique, alors que la méditation, c'est censé nous libérer et avoir, en fait, notre espace de sécurité où on peut faire ce qu'on veut et lâcher prise, tu vois? Du totalement. coup, voilà, je pense que c'est, une quelque chose, ouais, qu'il faut prendre conscience et c'est bien que tu en aies parlé. Chacun a sa technique, on est unique et faut l'adapter, quoi. Mmh. Complètement. Et puis c'est vraiment l'idée de entre guillemets, de la salade composée, quoi. On met des ingrédients différents. Il faut pas en mettre trop parce qu'au bout d'un moment, c'est plus bon. Donc il faut savoir aussi s'équilibrer. Il faut être bien accompagné justement pour pas que ça ressemble à rien au bout d'un Mmh. moment. Mais c'est hyper important aussi voilà, en tant qu'enseignant, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on est là pour accompagner, mais on est là aussi pour faire en sorte que si on n'est pas là, les élèves puissent se sentir tout aussi bien. Et ça, Bien sûr. c'est quelque chose qui est important et ça n'empêche absolument pas eh bien, de faire des cours, etc. Et nous-mêmes, on continue d'apprendre, même si on est enseignante, ça ne nous empêche pas de prendre des cours. Donc, voilà, tout ça, c'est une fois de plus une question d'équilibre. Mais voilà, il ne faut pas... en tout cas, encore plus avec la méditation, parce que souvent, on a une image de la méditation très arrêtée. On a cette image du parfait yogi qui est assis, qui ne fait rien, qui est juste concentré sur le va-et-vient du souffle. C'est cool, ça existe, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il Ouais, existe c'est ça. Ouais. plein de formes de méditation. Et souvent, moi, quand j'ai des élèves qui arrivent pour la première fois à un cours de Kundalini, et à la fin, donc je dis, on va faire la méditation. Et quand ils comprennent ce que c'est pour nous, la méditation, disent: «Mais on chante, on bouge, c'est un peu bizarre», mais c'est une forme de méditation. Et c'est ça qui est chouette, moi, c'est ce côté dans la méditation très, finalement, caméléon, quoi, de cette pratique. Mmh. Et c'est tout son charme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Caméléon, je trouve que c'est un bon, Mmh. ouais, j'aime bien l'exemple. Hem et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte de méditer? Parce que tu le pratiques et quand on le pratique, notre pratique est différente que quand on l'enseigne. Je pense qu'il y a vraiment une vraie différence. Comment toi tu vois ça et qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien? En tant qu'enseignante et pourquoi pas aussi en tant que personne, propre? Alors, c'est vrai qu'au final, je vais commencer par le pôle enseignant parce que c'est plus court. En fait, au final, moi, en tant qu'enseignante, ça m'apaise beaucoup d'enseigner la méditation parce que ça me permet aussi, voilà, de me sentir bien. Et surtout quand j'enseigne le yoga nidra, donc qui est une forme de méditation, heu, je me sens hyper bien après. Donc je dis toujours, c'est quand même un métier extraordinaire qu'on fait parce enfin, je veux dire, on reçoit tellement de la part déjà des élèves, mais aussi de soi-même, en fait, parce qu'on s'auto-guide finalement. Même quand on fait cours enfin là, plus yoga, bah, on bouge quand même, donc on célèbre le corps. Enfin, c'est quand même hyper chouette finalement voilà, de faire ça. Et en tant qu'étudiante pratiquante de la méditation, moi honnêtement, je ne sais pas comment je ferais aujourd'hui sans la méditation. C'est surtout par rapport à l'aspect émotionnel, quelqu'un de très sensible. Et c'est vrai que souvent, je me sens submergée par mes émotions. Il y a des jours, il y a un trop-plein et
un trop-plein, positif comme négatif, hein. Il y a pas de il y a pas de hiérarchisation de l'émotion. Il y a des fois, voilà, je vais sentir plein d'amour, je vais me sentir hyper bien, mais justement, c'est peut-être un peu trop à gérer. Il faut redescendre, il faut, rester dans cette neutralité. Et puis il y a des jours où, bah, ça va moins bien, où il y a du stress, où il y a de la contrariété, de l'anxiété. Et en fait, la méditation me permet déjà, sur l'aspect émotionnel, de me sentir beaucoup plus équilibrée, de me sentir aussi beaucoup plus ancrée. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup pour moi, c'est l'ancrage qui est hyper important. Et puis, moi, j'aime bien dire les choses comme ça. Pour moi, la méditation, ça me fait être moi-même, vraiment moi-même. Je retrouve en fait, et ça c'est quelque chose dont je parle moi beaucoup dans les cours, c'est notre identité, notre vérité. Quand je médite, après une séance de méditation, même quelques minutes, eh bien pour moi je suis plus proche de celle que je suis réellement. Je suis déconnectée justement de ces fameuses injonctions, des schémas émotionnels, peut-être aussi voilà de certaines conséquences karmiques, etc. Et donc je touche du doigt cette vérité qui me fait me sentir heureuse en fait et qui me permet surtout de transmettre quelque chose qui est juste et qui est aligné. Et c'est vraiment ce que je ressens au quotidien, c'est voilà cette idée en fait quand on médite qu'on se rapproche de soi-même et d'une certaine manière, bon bah il y a des moments on va faire des méditations, peut-être qu'on va avoir fait 2 pas vers soi et puis parfois on en aura fait 20 vers soi et on aura vraiment la sensation de fusionner totalement avec qui on est. Et plus j'avance en pratique, en âge aussi, plus bah, ça me permet en fait au final bah, de conserver cette relation avec moi-même tout au long de la journée et pas seulement 1 heure après ma méditation. Donc c'est là où moi je crois beaucoup à la régularité, à la discipline et à l'engagement dans nos pratiques parce qu'au final bah, c'est pas tiens une fois j'ai touché du doigt ma vérité et ça y est elle restera là toute ma vie. Non après c'est un travail du quotidien et ça apprend aussi l'humilité et ça c'est important avec la méditation. La résilience aussi, ouais. Ouais. Tu es pas jeune maman, mais tu Presque. as ton bébé, Ouais. presque. En tant que femme enceinte, est-ce que la méditation te permet de te connecter à ton enfant? Est-ce que ça te permet de peut-être de gérer encore mieux tes émotions? Parce qu'avec les flux d'hormones, des fois, ça peut peut-être être difficile. Comment, en fait, la méditation t'aide dans ton quotidien aujourd'hui avec bébé? Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus méditer en termes de longueur, tu vois, en étant enceinte. Donc là, je suis enceinte de 6 mois. En fait, et j'en parlais avec mon chéri dans la voiture ce matin, moi, je suis quand même d'un naturel assez anxieux. Faut le dire. Et en fait, cette grossesse, il n'y a pas du tout d'anxiété, alors que c'est souvent un moment où on va être anxieuse parce qu'on se dit oh mon Dieu, mais parce que je me rends compte que j'ai laissé beaucoup plus de place à la méditation et à cet état d'esprit méditatif aussi. Ça, c'est autre chose, mais c'est aussi tout aussi important. Et en fait, dès les premiers mois, ça m'a permis déjà de créer une vraie connexion avec ce bébé, de pouvoir le ressentir très vite aussi à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que les médecins disent toujours, voilà, vous le sentirez à partir de X semaines. Ben, en fait, il est quand même à l'intérieur de nous. Et la méditation, étant donné que c'est aussi un moyen d'aller à l'intérieur de soi, ressentir, on va peut-être pas sentir des coups au tout début, mais on va ressentir une présence. Et ça, la méditation m'a aidé à ressentir très rapidement et à créer, je pense, un lien qui aujourd'hui est là. Et ça, c'est très beau déjà, ça fait du bien au cœur, ça remplit d'amour, etc. Je pense que ça sera aussi utile pour la suite quand le bébé sera là parce qu'il y aura aussi peut-être une forme de communication qui sera présente. Et après, c'est surtout voilà, sur l'aspect euh, quotidien hormonal parce que voilà, ça multiplie un peu cet aspect sensibilité qui est déjà très présent en moi. Mais en fait, au final, je me trouve hyper zen dans cette grossesse et je sais que c'est grâce à la méditation. Il n'y a aucun doute là-dessus et parce que je me donne surtout vraiment le temps de méditer beaucoup plus que je le faisais aussi avant. Je m'intéresse aussi, bah, par exemple, à l'auto-hypnose, à d'autres formes de méditation que j'aurais pas forcément fait avant. Et surtout, en fait, je m'intéresse beaucoup à ça en vue de l'accouchement parce que je pense que l'état méditatif peut se créer aussi, bah, où qu'on soit et peu importe dans l'état dans lequel on se trouve. Alors, je ne dis pas que ça empêche
de ressentir, par exemple, la douleur, mais ça permet de se créer un cocon, une bulle aussi de protection. Et puis parfois, le temps, il est hyper long pendant un accouchement. Donc, toutes les techniques, moi, que j'essaye de mettre en place, c'est aussi pour le jour J, mais pas que, quoi. Mais en tout cas, en vue de l'accouchement, j'ai surtout axé sur l'auto-hypnose, qui était pour moi une technique assez simple. Et on va pas se mentir, mais à la maternité, chanter des mantras, même si honnêtement, je vais pas m'en empêcher, mais c'est pas je vais pas non plus le faire pendant 12 heures s'il faut. Ça va un petit peu les saouler, je pense, au bout d'un moment. Donc, l'auto-hypnose était pour moi déjà la curiosité, et puis une forme un petit peu plus discrète, dirons-nous, de méditation. En tout cas, me concernant, mais c'est sûr que ça m'aide. Et juste avant, j'ai fait moi une séance de méditation juste avant le podcast. Et en fait, je me suis dit, c'est dingue comme en fait, c'est un super beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Et là, je me disais, mais en fait, c'est aussi un super beau cadeau que je fais à mon bébé, et je peux que encourager les mamans qui sont enceintes, et même quand on a voilà, nos bébés, en fait, on change notre énergie, et du coup, ça affecte positivement l'énergie de notre enfant, et ça coûte rien. Il suffit juste d'avoir un corps. Ça ne coûte strictement rien, en fait. Il n'y a même pas besoin de matériel. Donc, c'est hyper inclusif comme pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et je parle beaucoup, mais hier, pareil, je regardais un épisode de Orange is the New Black. Alors, moi, je suis toujours en retard. Je commence les séries quand tout le monde les termine. C'est pas grave. Et il y a un épisode où elle est au trou. Donc, au trou, voilà, c'est le mot, hein, en prison. Et mon chéri me dit, mais toi, tu ferais quoi si tu étais enfermée comme ça? Et là, je regarde, je dis, mais je méditerais. Il me dit, ah mais ouais, mais c'est vrai. Et je me dis, mais on peut rien faire quand on est au trou en prison. La seule chose qu'on peut faire, c'est méditer, parce qu'on a besoin de rien d'autre que soi-même. Et ça, c'est juste extraordinaire, en fait. Merci pour ce rappel, parce que c'est important de le rappeler encore et encore qu'on a besoin que de soi et d'en avoir envie, c'est tout. Exactement. Et tu m'as donné des frissons quand tu parlais de ta séance de méditation et que tu faisais un cadeau aussi à ton enfant. Je trouve que c'est beau, et tu as ce côté un petit peu magique, je dirais. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup de douceur, et ça se ressent. C'est beau. Ouais, et puis tu ressens plein de choses quand voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai un bébé qui est très dynamique, qui bouge énormément, alors qui est grand aussi, qui est grand et gros. Enfin, gros, c'est horrible de dire ça parce que le pauvre, mais voilà, qui a un poids assez avancé par rapport à son âge, mais moi, ça me va très bien. Et donc, du coup, voilà, il est présent, il est là. Et quand je médite, il y a une espèce de fusion qui se crée entre nous deux, parce que normalement, quand on est plus calme, du coup, il bouge plus. Mais quand je médite, on est hyper synchronisé. C'est vraiment un moment à deux, en fait. Parce que souvent, quand on est enceinte, on nous dit, voilà, quand vous vous détendez, quand vous vous reposez, c'est là où le bébé, il va bouger. Ce qui est tout à fait vrai, parce qu'il a plus de place, parce qu'il sent que c'est le moment. Mais en méditation, eh bien, il est sur la même fréquence, en fait. Et ça, je trouve ça dingue, parce que, enfin, je trouve ça fou de pouvoir, en fait, consciemment aider son enfant à se sentir aussi serein. Et je me dis, si j'arrive, alors je fais partie de ces personnes qui, j'espère que tout le monde sait qu'on ne peut rien contrôler, mais j'espère en tout cas que j'aurai peut-être l'opportunité le jour de mon accouchement de créer cet état d'esprit méditatif, pour faire en sorte que sa venue au monde, qui est un moment, on le sait, pour tous les bébés, assez traumatisant, et bien que ça puisse être fait dans un état d'esprit méditatif. Et ça, je pense que voilà, c'est aussi notre rôle de maman, d'essayer vraiment de créer ça. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de bonne manière de méditer, donc c'est pas parce qu'on est en train de hurler qu'on n'est pas en train de méditer en soi, tu vois. Donc il faut aussi essayer de surfer la vague par rapport à tout ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui, crier, oui, tu peux crier et méditer, c'est vrai, il y a pas de Pourquoi pas? Pourquoi pas? c'est Si tu es dans ton truc, si tu es dans ta bulle, si tu es si tu es à l'intérieur de toi, et qu'il y a quelque chose qui doit sortir à ce moment-là, et bien, ça, voilà, ça peut se faire. Moi, pour moi, la méditation, c'est vraiment une histoire de sphère, d'aura autour de soi qu'on construit, et ça se passe à l'intérieur, et peut-être qu'à l'intérieur, il y a du mouvement.
à l'intérieur de Mmh. cette sphère, mais ça reste une sphère dans laquelle on peut se sentir en sécurité, quoi. Ouais, je pense que la notion de sécurité, c'est la base, en fait, c'est une des plus importantes parce qu'à partir du moment où tu te sens en sécurité, tu vas pouvoir travailler sur toi, tu vas pouvoir te donner, tu vas pouvoir recevoir aussi, enfin, je pense Mm. que voilà, cette notion de sécurité est importante et je voulais qu'on parle un petit peu de yoga nidra et d'énergie kundalini parce que Mhm. c'est quelque chose qui est en vogue, je dirais en ce moment et en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en fait cette énergie kundalini? Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes par rapport à cette énergie? Enfin, dis-moi un petit peu toi, tes ressentis par rapport à l'énergie kundalini et aussi par rapport à ton expérience de yoga nidra. Alors, donc déjà, l'énergie, donc c'est bien d'en parler sous ces termes, donc de l'énergie de la Kundalini, c'est une énergie vitale qu'on a tous à l'intérieur de nous, hommes, femmes confondus, jeunes, vieux, peu importe, on a tous cette énergie. Cette énergie, elle est endormie en fait, chez la plupart d'entre nous, elle est toujours, enfin, on va partir de ce principe-là, elle est endormie. Et toutes les pratiques yogiques, méditatives, visent à justement aider cette énergie à s'éveiller. Quand cette énergie s'éveille, elle traverse en fait tous nos chakras en suivant le trajet de la colonne vertébrale. C'est pour elle finalement la colonne est une autoroute et elle va traverser tous les centres énergétiques jusqu'à arriver au sommet de notre tête sur le dernier chakra et nous permettre d'être dans cet éveil de conscience. L'énergie de la Kundalini, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'une fois on a ressenti peut-être un éveil, qu'on va rester dans cet éveil toute cette vie. Bien au contraire, ça redescend dès lors qu'en fait, on quitte cette énergie dès lors qu'on cesse la pratique. C'est pour ça que l'engagement, la répétition, le fait de pratiquer toutes les semaines, etc., tous les jours X fois dans la semaine, ça aide à maintenir cet état, en fait, de pleine conscience. Parce qu'en fait, c'est juste de la pleine conscience, hein. C'est une énergie qui nous permet d'être en pleine conscience. Aujourd'hui, le Kundalini Yoga, que moi, entre autres, j'enseigne, est très en vogue, comme tu l'as dit, mais ce n'est absolument pas la seule pratique qui permet de travailler sur l'éveil de l'énergie de la Kundalini. Toutes les formes de yoga travaillent sur l'éveil de la Kundalini, la méditation encore plus. Et le Kundalini Yoga s'appelle Kundalini Yoga parce qu'on considère que c'est la manière la plus rapide de parvenir à cet éveil. C'est un yoga qui est très puissant, qui fait ressentir énormément de choses parce que justement, on est dans une énergie de feu où on donne l'impulsion à l'énergie. C'est vraiment une impulsion qui est donnée. Quand c'est bien enseigné, c'est une pratique qui est sécurisante, il n'y a aucun risque, hein, mais il y a vraiment cette idée voilà, de créer l'impulsion énergétique. Et c'est vrai que c'est une énergie qui, de toute façon, est travaillée au quotidien. Et on peut travailler sur son énergie de la Kundalini eh bien, de diverses manières. Et moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'on ne fait pas de Kundalini Yoga qu'on ne travaille pas sur son énergie de la Kundalini. Et ce n'est pas parce que, parfois aussi, on peut avoir un éveil de conscience, se sentir en pleine conscience en étant assis au bord de la mer. Enfin, on n'est pas forcément dans quelque chose qui est dans le mouvement, quelque chose qui est actif, on peut être aussi dans cet état de méditation très profond et ressentir voilà, cette impulsion lumineuse qui nous traverse. Quoi qu'il arrive, l'énergie de la Kundalini, c'est une énergie qui est là pour notre bien-être, qui est là pour équilibrer nos centres énergétiques et qui est là pour nous donner cette impulsion aussi créative, parce que c'est une énergie sexuelle créative. C'est ce que La j'allais te création, demander voilà. justement. La sexualité et la création, ça veut dire la même chose en vrai, parce que la sexualité est création. Donc en fait, voilà, on a juste 2 mots, mais pour signifier, en tout cas à mes yeux, exactement la même chose, hein. La sexualité amène la création. Donc on travaille sur cet éveil de la création en nous et la créativité pour toi, Sarah, ne sera pas la même chose que pour moi, que pour une autre personne. Donc, il faut juste le voir, cette énergie, comme une opportunité, en fait, d'être en pleine possession de nos ressources. Et la méditation, par exemple, si on reprend un petit peu, alors en fonction des courants, mais on dit à peu près tous la même chose, c'est l'objectif, c'est d'aller puiser dans son inconscient, devenir conscient de ses ressources inconscientes pour justement avoir accès à tout notre pouvoir personnel, en fait.
Donc, c'est exactement la même chose avec cette énergie de la Kundalini et la méditation travaille en ce sens-là. Si on s'intéresse un peu plus au yoga nidra, le yoga nidra est une forme donc de conscience modifiée, à mes yeux une forme de méditation. Ça se rapproche énormément de l'hypnose. C'est pour ça que j'aime bien ce mot transhypnotique parce qu'en fait, pour moi, ça reflète bien ce qu'on ressent dans une séance de yoga nidra. C'est un état de détente, de relaxation qui nous permet d'avoir accès tout simplement à notre inconscient. On est conscient de l'inconscient. En fait, c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que pendant toute une séance de yoga nidra, on reste en conscience, mais on est conscient d'autre chose. On est conscient d'une autre réalité, c'est le fameux iceberg, c'est la partie qui est cachée de l'iceberg. Sauf que la partie cachée de l'iceberg, elle est juste 10 fois plus grande que ce que l'on voit à la surface de l'eau. Donc il faut juste se dire que quand on va sous voilà, la surface de l'eau, qu'on va dans ces 95% restants, eh bien, en fait, on s'offre la possibilité d'avoir accès, en fait, à des ressources qui sont juste extraordinaires. Et ces ressources-là, elles nous permettent, c'est sûr, d'être déjà beaucoup plus heureux, mais surtout d'être beaucoup plus puissants. Et la puissance a pour objectif bienveillant de nous aider finalement à nous accomplir dans notre destinée. Et le yoga nidra, c'est vraiment ça. C'est aller dans cette partie cachée pour aussi mieux comprendre certains de nos mécanismes, se libérer des peurs, se libérer aussi de tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes et surtout pour nous aider juste d'être bien avec nous-mêmes, quoi, pour faire simple. On pourrait parler de ces techniques pendant des heures, donc c'est Ouais. très bien résumé. Ça explique bien les principes en tout cas, parce que ouais, ce qu'on voit, ce qu'on entend en tout cas sur ces techniques-là, c'est un peu, voilà, ce qu'on peut voir à la surface. Mm. L'énergie Kundalini, c'est ça, le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil et au final, ça va bien plus loin que ça et c'est important de le mentionner. Complètement. Et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de yoga nidra dans l'aspect parce qu'en fait la déformation de la traduction sanskrit fait qu'on parle de sommeil yogique. Mais en fait, du coup, nous, on pense sommeil, on pense détente, on pense relaxation. C'est une chose parce qu'on se détend. On n'a même pas besoin de le prouver. Mais en fait, dans cette idée de sommeil, il y a surtout cette idée d'exploration en fait. Et c'est pas juste je vais m'allonger et puis, alors on peut venir pour ça, hein, il n'y a pas de mal, hein, juste dire je vais venir m'allonger et me relaxer. Moi, ça m'arrive très souvent, des fois je suis crevée, je vais faire une séance de yoga nidra parce que je sais que ça va me recharger. Mais il ne faut pas passer à côté justement de tout l'aspect un peu plus profond de cette pratique. On n'en a pas toujours justement conscience parce que des fois après une séance, on se dit oh je me sens bien et en fait on débloque des trucs, c'est juste hallucinant. Et et parce qu'on touche à l'inconscient, donc on n'en est pas toujours du coup après coup conscient, mais il s'est passé des choses. Et voilà, et ce sont des pratiques qui sont thérapeutiques. Moi, ça ne me fait pas du tout peur d'employer ces mots-là, aujourd'hui en tout cas. Ce sont des pratiques qui sont thérapeutiques et qui aident à se sentir bien et à régler aussi beaucoup de choses en nous. Bien entendu, quand on va s'attaquer à des choses peut-être un petit peu plus profondes, il faut être accompagné par les professionnels de santé. Mais la méditation, aujourd'hui, c'est, enfin, je veux dire, tout le domaine scientifique s'accorde pour dire à quel point, enfin, c'est bon, quoi. Donc voilà, il y a vraiment une vertu thérapeutique à aller chercher là-dedans. Et le yoga nidra, et voilà, c'est bien plus qu'une simple pratique de détente. C'est bien plus que ça. Comme le Kundalini yoga ou d'autres types de yoga, ce sont des pratiques énergétiquement très puissantes et qui touchent à des choses très subtiles, mais très importantes dans notre bien-être. Je suis d'accord avec toi. Je fais souvent du yoga nidra et ça t'emmène à chaque fois, mais loin quoi. C'est assez impressionnant et en fait, comme on parlait tout à l'heure, tu as la méditation. Après, tu fais le choix d'utiliser la méditation pour calmer ton corps, pour travailler sur tes émotions, pour travailler sur ton énergétique et du coup, créer une connexion et le yoga nidra, ça fait partie de ça. En fait, tu vas aller piocher, en fait, tu vas poser ton intention et tu vas aller, piocher ce que tu veux, mais après voilà, c'est toi qui choisis si tu veux te reposer, si tu veux travailler sur ci, sur ça et avancer en fait à ton rythme.
Et puis d'une certaine manière, il y a aussi, parfois on va venir en se disant voilà, on m'a conseillé de faire du yoga nidra, j'ai des élèves et on m'a conseillé de faire du yoga nidra pour justement un petit peu me détendre, je suis très fatiguée en ce moment. Et en fait, inconsciemment, elles vont aussi pouvoir travailler sur d'autres choses. Et j'avais, une enseignante la semaine dernière qui disait ça et j'aimais bien. Elle disait, enfin c'est la formatrice en auto-hypnose qui me disait: «Votre inconscient est bienveillant. Partez du principe que votre inconscient est bienveillant». Donc en fait, inconsciemment, on va pouvoir aussi régler des choses et c'est ça qui est chouette, c'est que de toute façon, même si on vient juste avec l'idée de se faire du bien, notre inconscient étant bienveillant, il va nous aider aussi à cheminer parce qu'il veut qu'on soit juste heureux, cet inconscient-là, en fait. Et moi, l'inconscient, j'aime bien l'étendre aussi parce que, enfin, en tout cas, on peut débattre 1000 ans là-dessus parce quand on parle de la conscience, moi, je la lie beaucoup à l'âme, et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est la partie inconsciente de notre mental qui est connectée justement à notre âme. Il faut laisser de la place à l'âme pour que justement l'inconscient. Donc, c'est complexe parce que c'est la conscience de l'inconscient qui est conscient dans l'un. On peut faire un sujet de philo au bac, voilà, vous avez 4 heures. Mais c'est aussi cette volonté en fait de renouer avec son cœur, quoi, et de faire confiance à cette partie-là. En fait, moi je répète beaucoup dans le Nidra, faites confiance à la conscience inconsciente. Enfin, c'est quelque chose c'est un petit jeu de mots, mais que j'aime bien. Et voilà, il faut faire confiance à cette partie-là et ne pas, voilà, ne pas partir avec, en se disant, voilà, je veux tel objectif, se laisser aussi porter, ça fait du bien. Et le yoga nidra, c'est vraiment ça. C'est les bras d'une maman, quoi. C'est là pour nous porter. Ouais, et ce que tu disais, ça fait écho, je dis souvent à mes clientes, quand tu fais une pratique de méditation, quand tu médites, quand tu fais une séance de Reiki, parce que je propose aussi du Reiki, je leur dis en fait qu'elles peuvent être rassurées parce que ton corps et ton esprit savent Mm, sur quoi tu peux lâcher, sur quoi tu peux travailler parce qu'ils te sentent prête à le faire. Et totalement. si c'est pas prêt, si c'est pas mûr, ça se Et- fera pas. Donc en fait, tu es soutenue, tu as ton propre soutien. Même si tu en as pas conscience, tu as ton propre soutien. Donc effectivement, en fait, ton inconscient, il est bienveillant et il va vraiment te guider là où tu es prêt à Allez. travailler, là où tu es prêt à cheminer, en fait. Et c'est ça qui est beau et qui est vachement rassurant, en fait, pour le coup. Complètement. Oui, parce que moi, des fois, j'ai des personnes qui peuvent vivre des expériences, alors en hydra pas mal, mais aussi surtout dans les bains de gong que je fais, parce que c'est très puissant comme méditation sonore et ça réveille beaucoup de choses. Et donc, j'ai des fois des personnes qui sortent de là en pleurs. Parce qu'elles lâchent quelque chose, hein, c'est pas, il y a un lâcher prise total. Et des fois, il y a un petit peu d'angoisse. Donc après, voilà, moi, j'ai des petites techniques pour aider, etc. Mais surtout, je leur dis, c'est n'ayez pas peur parce qu'en fait, comme tu dis, c'est que vous étiez prêt aussi à vous confronter à cette part d'obscurité. Ça ne la rend pas moins douloureuse pour autant, mais vous étiez prêt, vous aviez les ressources aujourd'hui en votre possession suffisantes pour pouvoir affronter cette part d'ombre et pouvoir la gérer, pouvoir continuer à cheminer. Mais c'est vrai que des fois, sous certaines formes et puis même des fois on peut être en train de méditer pendant 10 minutes tranquille, en train de respirer et d'un coup il va se passer quelque chose, hein. Il n'y a pas de c'est pas le il y a pas une fois de plus, c'est mon mot pour ce podcast, c'est la hiérarchisation des choses, mais il n'y a pas une hiérarchie de la puissance méditative. Parfois on va ressentir un raz-de-marée émotionnel avec un pranayama, parfois ça va être avec voilà une séance de Reiki, parfois ça va être avec un mantra, etc. Mais c'est juste à un moment, ça vient appuyer là où il faut en fait et nous aider. Mais il faut pas avoir peur parce que voilà, il faut partir de ce postulat. Mon inconscient est bienveillant et m'amènera là où je suis censée être aujourd'hui, quoi, tout simplement. Même J'aime si bien. parfois c'est pas agréable. Mais c'est pas fait pour être toujours agréable, hein, la méditation, hein. Non, bah, non. Là, sinon ça serait pas rigolo. Il faut un Exactement. petit peu Il faut aussi aller creuser et accepter cette dualité de l'ombre et de la lumière. Et voilà, moi, il y a eu des fois où j'étais là, comme cet après-midi, trop bien, je souris, je suis heureuse, machin. Et puis il y a des fois où je finissais allongée par terre en train de pleurer et ça s'arrêtait pas pendant plusieurs heures. Mais quand je me souviens de la dernière séance où j'étais pas bien, entre guillemets,
et ben, les jours d'après, j'étais très bien parce que j'avais compris les choses. Donc il faut aussi aller explorer, cette vulnérabilité et sa souffrance, en fait. Il faut aller l'explorer. Tu peux nous expliquer ta première expérience en méditation ou une expérience qui t'a vraiment marqué en méditation? Alors, vraiment une expérience, qui m'a marquée, parce que la toute première, on va dire vraiment la toute première que j'ai pu avoir, bon, elle était pas forcément marquante, et cetera, donc je vais enfin voilà, bon, c'est bien, mais plutôt une qui m'a vraiment marquée. C'était une méditation de 2 heures et demie, lors de ma formation, de Kundalini Yoga, donc parce que la méditation, c'est vraiment, hyper important dans le Kundalini Yoga. On fait des mouvements en début de cours, mais c'est vraiment dans cette idée de préparer, à la méditation. Et donc il y avait cette méditation de 2 heures et demie, méditation la plus longue que j'ai faite, de ma vie, hein. C'est très long. 2 heures et demie entre parenthèses à répéter le même mantra et à faire le même geste avec ses mains. Et en fait, ça a été une expérience extraordinaire parce que je suis partie vraiment très très loin. J'étais toujours consciente parce que je continuais de chanter. C'est ça qui est extraordinaire. Et le Kundalini Yoga, petite parenthèse, mais nous aide à comprendre en fait qu'on est conscient dans l'inconscient parce qu'on continue on continue d'avoir sa petite vie, quoi. On chante, moi je me souviens bien, je me mouchais parce que je pleurais, je buvais de l'eau. Mon corps, il savait exactement ce qu'il avait à faire pour me maintenir en santé, quoi, pendant cette méditation. Et ça a été une expérience extrêmement puissante parce que ça a été une expérience surtout où j'ai pu comprendre des choses que j'avais peiné à comprendre pendant des années. J'ai pu, sur cette méditation, pardonner aussi, chose que je n'aurais jamais pensé être capable de faire. Et c'est vrai que ça avait été, j'avais l'impression que, alors, sur le coup, pendant la méditation, il y a eu un moment, je croyais que j'allais mourir, mais vraiment mourir. Parce que je revivais que des instants de souffrance et c'était horrible. Et en fait, au fur et à mesure, et bien, dans cette méditation, j'ai cheminé et je me suis comme dans cette méditation, ce que j'ai vécu, c'est que d'abord, j'ai revécu tous mes souvenirs de souffrance liés à ça. Et après, je suis revenue dans tous les souvenirs. Donc, quand la deuxième fois, j'ai vu que j'allais revivre encore, je me suis dit, c'est pas possible, là, je vais mourir, je peux pas revivre ça parce que c'était horrible. Et en fait, je m'enlevais du souvenir. Donc, je retirais en fait mon âme du souvenir et donc je prenais une distance et j'étais en hauteur et je revivais la scène, mais j'y étais plus en fait. J'y étais plus, c'était des scènes de violence et j'y étais plus, donc je voyais juste une personne qui était violente, mais dans le vide, parce que moi, j'étais plus là en fait. Et j'ai pris cette distance. Je continue de cheminer sur cette thématique, mais ça m'a énormément aidée. Et ça m'a surtout aidée en prenant cette hauteur, d'avoir de la compassion pour la personne qui était violente, de me dire cette personne, en fait, je la vois différemment parce que j'ai pris cette hauteur et je suis plus dans quelque chose de personnel parce que je me suis retirée de ce souvenir-là. Et ça avait été extrêmement puissant. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie parce que vraiment, je n'ai versé des larmes. Et quand je suis revenue de ces 2 heures et demie, j'avais vraiment la sensation d'être quelqu'un d'autre. Et mes méditations de 2 heures et demie en Kundalini Yoga, on dit que ça change notre ADN. Mmh. Et c'est très vrai. Enfin, je me suis sentie totalement changée. Je me suis sentie, et même mon visage était différent. J'étais devenue quelqu'un d'autre parce que je m'étais apaisée par rapport à certaines souffrances. Ça avait été très dur. Ça n'avait rien de plaisant. Je devais être horrible à voir parce que enfin, j'étais mal en fait. J'étais vraiment mal. Donc, mes enseignantes, on était 60 et il y avait plus de 10 enseignantes. Elles devaient se dire, mon Dieu, enfin, mais elles savaient très bien ce qu'on était en train de faire. Et moi, d'une certaine manière, je savais vers quoi j'allais. J'avais pas vraiment peur, en fait, de ce qui était en train de se passer. Mais ça a été une expérience vraiment, mais juste hallucinante. Euh, par la durée aussi, cette capacité à se dire je peux faire ça, ce challenge aussi. Et puis parce que pour ce que ça m'a apporté, cette modification en fait que ça m'a apporté, la méditation nous change, mais pas qu'à l'intérieur, ça nous change physiquement aussi, hein. Et ce soir-là, quand je suis allée me coucher, je me suis regardée dans la glace, je me suis regardée le lendemain matin et je n'avais pas du tout la même personne en face du miroir. Et quand mon chéri m'a rejoint à la fin de cette formation,
il a peiné aussi à me reconnaître entre guillemets. Enfin, c'était très drôle. Il y a eu besoin de Alors, on a été du coup aussi loin l'un de l'autre pendant plusieurs temps avec cette formation, mais j'étais une autre personne. Vraiment, mon visage, il avait totalement changé. Et c'est un très beau souvenir et c'est surtout un souvenir dont je suis fière parce que c'est moi qui l'ai fait. Et la méditation, c'est ça, on peut le dire, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a pris la main, on nous a donné une technique, mais c'est nous qui faisons tout le boulot. Et c'était, je crois, une des premières fois où j'étais aussi fière de moi d'avoir accompli quelque chose d'aussi grand, quoi. Et tu peux. T'imagines le cheminement que tu fais en 2h30 et la force aussi que tu as eue pendant ces moments-là, parce que quand on souffre, on a tendance à dire: «Bon allez, je vais fermer la porte, ça me va pas» et tu as continué et c'est ça qui est beau, en fait, parce que tu t'es encore une fois, tu t'es donné ce cadeau. Tu t'es donné, en fait, ce temps et ça a changé ta vie et donc ouais, bon, expérience marquante effectivement. Ouais. On est en plein dedans. Pour finir, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent? Oui, alors, plusieurs. La première chose, c'est d'explorer, autant en termes d'enseignant que d'enseignement, parce que et puis surtout ne pas rester figé sur quelque chose. Quand on sent peut-être qu'à un moment, on a plus de mal avec une pratique en particulier, ne pas avoir peur peut-être d'en découvrir une autre et d'alimenter tout ça, d'être curieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la méditation. Parfois, on est bien dans un style de méditation, mais c'est bien aussi de se challenger un petit peu et de changer de temps en temps. Après, on a nos pratiques quotidiennes, donc ça, bien entendu, on ne changera pas, entre guillemets, ce qui nous alimente. Mais de temps en temps aussi, avoir la curiosité de découvrir autre chose, d'autres enseignants aussi, c'est bien. Ça ne veut pas dire, voilà, moi la première, on a nos chouchous, hein, et c'est normal. Et on revient à ces personnes parce que ce sont des accompagnants, nous sommes des accompagnants. Mais de temps en temps aussi, aller s'alimenter ailleurs, ça permet des fois de franchir de nouvelles étapes et ça, c'est important. Mon deuxième conseil, et que je m'applique du mieux possible, c'est la régularité et l'engagement. On a rien sans rien, ça c'est une réalité et la méditation, c'est un art. Et quand on est artiste, il faut s'engager. Un artiste, il est totalement dévoué à son art. Nous sommes les méditants des artistes de la conscience et donc il faut qu'on soit dévoué à ce que l'on fait. Donc, ça ne veut pas dire forcément être dans la perfection de la pratique. Il y aura des journées, la méditation sera toute nulle parce que on n'était pas dedans, on était mal réveillé, on était mal luné, mais on aura été là. Et le fait d'être présent, c'est déjà une énorme partie du travail. Donc la régularité, elle est importante et pour moi, c'est tous les jours. Essayer de s'accorder du temps et parfois, on parlera de méditation juste peut-être 3 minutes, je respire, je fais une petite respiration, je ferme les yeux ou je fixe un point au loin, je laisse mon regard se perdre, ma pensée divaguer. C'est déjà suffisant, on n'est pas obligé de partir très loin, mais par contre être régulier et quand même s'adonner à des pratiques un peu plus profondes de temps en temps parce que voilà, il faut quand même aller un peu en profondeur, fixer son point tous les jours pendant 1 minute. Il va nous falloir beaucoup de vie pour arriver au résultat de ce qu'on pourrait avoir si, par exemple, on se dit, voilà, 2 fois par semaine, je fais des séances un petit peu plus longues. Donc, il y a pas de secret, c'est l'engagement. Et c'est la première fois que je parle de la méditation en termes d'art. Et en fait, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que je pense que vraiment, il faut le voir sous cet axe-là, sous cet angle-là. Voilà. Ouais et tu parlais, ouais, de tes conseils, la sortie de zone de confort quand tu t'habitues à une pratique, à un enseignant, pardon, peut-être qu'effectivement, ça devient confortable Ouais, et quand on va autre part, on se rend compte qu'il y a aussi autre chose, tu vois? Donc complètement. ouais. Et puis, on est aussi, au-delà de l'enseignant, c'est aussi par exemple, on va aller faire une séance avec quelqu'un d'autre et on va revenir vers son enseignant habituel, mais on va percevoir les choses différemment parce qu'on aura pris aussi du recul. Donc, c'est hyper important, voilà, de savoir aussi s'alimenter et surtout avoir bien confiance en soi parce qu'il y a pas une bonne manière de faire. Et voilà, avoir confiance aussi dans les personnes qui nous accompagnent et se faire confiance à soi au quotidien pour bien pratiquer. Merci.
On va finir avec cette jolie phrase, avec ce joli conseil. Merci à toi pour tous tes enseignements, ton énergie et tout ce que tu nous as transmis. Merci. C'était incroyable, donc merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi, du coup. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.